je vous remercie vivement d'avoir accepté notre invitation de participer à ce webinaire. Il jettera la lumière sur un éventail de sujets concernant les relations entre le Maroc et le Rwanda. Il va sans dire que la coopération entre les deux pays est au beau fixe. Il est exemplaire à bien d'égards. Incontestablement, le Maroc et le Rwanda entretiennent des relations excellentes et privilégiées, sont traduites par la signature d'une trentaine d'accords bilatéraux couvrant des domaines aussi variés que le commerce, l'industrie pharmaceutique, le domaine financier, l'environnement, le développement durable, l'énergie, le tourisme et autres. L'élément, comme on le sait, déclencheur de cette coopération multiforme entre les deux pays a été sans nul doute les visites effectuées par le président rwandais, son Excellence Paul Kagame, au Maroc, et c'était en juin 2016, et puis par la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Rwanda en octobre de la même année. Peu avant la crise sanitaire de la Covid-19, les deux pays ont créé un comité de suivi, je crois en janvier, des accords de coopération bilatérale, lequel permettra d'accélérer la mise en œuvre de ces accords, ainsi que de prospecter de nouvelles pistes pour le développement de la coopération bilatérale. Alors, nous avons avec nous pour animer ce webinaire un parterre d'éminents cadres rwandais qui opèrent dans différents secteurs. Je vais le présenter comme suit. Avec nous, M. Evode Emena, qui est un homme d'affaires, ancien ministre rwandais en charge des mines. Monsieur Albert Rudatsimbrua Brion est journaliste influenceur, propriétaire de la chaîne de télévision Contact Rwanda TV. On a aussi avec nous Dr François Xavier Nshimiyimana. Il est un professeur et chercheur à l'université des laïcs adventistes de Kigali, chargé du développement de la société de l'eau et de l'assainissement, président de l'Association des anciens étudiants rwandais au Maroc et membre des personnes ressources de la plateforme de soutien et de défense du Sahara marocain. Aussi, on a avec nous Dr Pacifique Ndishimeye, qui est chercheur en développement et opportunités de recherche clinique auprès du Centre biomédical du Rwanda. Également, il est aussi membre de la Task Force Unit for COVID-19, vice-président de l'Association des anciens étudiants rwandais au Maroc et PDG et fondateur de PEDISO, une société de conseil spécialisée dans la promotion des solutions de diagnostic efficaces pour la surveillance des maladies. On a aussi avec nous mademoiselle Aline Abaïzera, qui est une étudiante en médecine à la faculté de médecine de Fès, au Maroc. Il est actuellement en 5e année, il poursuit ses études en 5e année dans cette université. Alors, on passe au troisième axe concernant, cet axe d'ailleurs concerne le retour historique du Maroc à l'Union africaine. Alors, comme vous le savez, c'est que la République du Rwanda a exprimé un fort soutien dès l'annonce du Royaume du Maroc son intention de réintégrer l'Union africaine, sa famille institutionnelle, après une absence de plus d'une trentaine d'années. Depuis son retour au Maroc, il a contribué participativement à la stratégie de l'Union africaine en vue d'impulser les objectifs et les grands projets de l'Union africaine, tels que la migration, la réforme institutionnelle, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, l'agriculture, l'environnement, l'éducation et bien d'autres secteurs. Donc, ce que d'ailleurs je me pose comme question à M. François, quelle est la plus-value apportée par le Royaume du Maroc à l'organisation panafricaine après près de 4 ans de son retour à cette organisation? À vous la parole. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je trouve le retour du Maroc dans sa famille qui est l'Union africaine, d'abord quelque chose qui est normal et qui est très essentiel. Pourquoi? Parce que je pense avoir un pays sur le continent qui est en dehors de la grande famille
c'est pas vraiment bien. Pourquoi? Parce que sa contribution ne peut pas en fait bénéficier par d'autres nations. Et autre chose, c'est que si je me rappelle bien, et d'ailleurs comme tu le disais, que son retour a été soutenu par son excellence le président de la République. Et je pense que son retour a eu lieu au moment où c'est lui qui présidait l'Union africaine. Alors, c'est ce qui est normal, justement, de le soutenir, parce que je pense, à mon avis, c'était juste pour avoir le Maroc en tant que pays et contribuer. Alors, son bilan, je n'ai pas vraiment trop suivi de près des activités en détail comme il le faut, mais déjà, le soutien de cette libre-échange, par exemple, de la République, je trouve quand même très bien. Et après, une autre chose que je pourrais dire, en fait, c'est que la contribution du Maroc, ce n'est pas seulement parce qu'il était il faisait partie de l'Union africaine, parce que déjà, comme on le disait tout à l'heure, en partant au Maroc, nous, on est parti avant que le Maroc réintègre l'Union africaine. Et ça n'empêche quand même que le Maroc était déjà présent dans les différents pays au niveau du continent. Alors, faire partie de la grande famille, je pense que c'est une très bonne occasion de continuer de se faire une place peut-être dans les différents pays au niveau du continent africain. C'est ce que je pense. Ne fût-ce que dans ce duo Rwanda-Maroc, cette vision, cette volonté d'aller l'un vers l'autre, de faire les choses ensemble, devrait aussi être affirmée et en tout cas exprimée au niveau de l'Union. Merci, merci. Je passerai par la Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot concernant les attentes autour du Maroc à sa famille institutionnelle, c'est-à-dire à l'Union africaine? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Alors, la question, quelles sont les attentes du continent africain, du Rwanda, pour ce qui est du retour du Maroc à l'Union africaine? Comme le dit un dicton, l'union fait la force. Le retour du Maroc au sein de l'organisation de l'Union africaine a été un pas très important, que ce soit pour le Maroc, mais aussi pour tous les pays membres de l'Union africaine. Alors, je pense que ce qu'attendent les pays que le Maroc a rejoint dans l'Union africaine, c'est qu'on puisse renforcer le processus de construction d'une famille africaine qui arrive à résoudre les problèmes africains, premièrement par les Africains. Quand le Maroc a quitté ce qui était l'OUA, ça fait longtemps, je pense que je n'étais pas encore né, mais il y avait des raisons. Alors, le fait que le Maroc a rejoint encore l'Union africaine, c'est un signe que les membres d'une famille peuvent s'asseoir ensemble et essayer de discuter et de trouver des solutions en étant toujours membre de cette famille. Même s'il y a des difficultés, je pense que les 54 ou aux alentours de 54 membres de l'Union pourront toujours trouver des solutions aux problèmes qui avaient causé ces malentendus. Et les membres de l'Union africaine vont aussi bénéficier grandement de l'expertise, de l'expérience et aussi de la grandeur du Maroc, qui est un pays qui a des liens très spécifiques avec les pays, par exemple, de l'Union européenne. Et alors, tous les membres, que ce soit de l'Afrique subsaharienne, que ce soit de l'Afrique méditerranéenne, pourront en bénéficier. Et à partir de là, on pourra construire une plus large communauté, une communauté diversifiée, mais une communauté unie.
Donc, je ne peux que me féliciter du retour du Royaume du Maroc au sein de l'Union africaine. Et j'espère que ce soit le Maroc ou que ce soit tout autre membre, personne n'aura aucune intention encore de quitter ce groupe. Et même s'il y aura toujours des difficultés, qu'on essaiera de trouver des solutions ensemble. Il y a par exemple un bon signe de l'africanité du Maroc. Il y a une chaîne de télévision qui s'appelle, je pense, c'est Medi 1 TV. On arrive à suivre même ici à Kigali. Et quand on suit les informations, on voit que cette chaîne de télévision essaie de présenter une image africaine du Maroc, mais aussi de véhiculer un message positif du continent africain. Donc tout cela est très encourageant et j'espère que ça continuera dans ce sens. Merci. À monsieur André. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le retour du Maroc à l'Union africaine et sa contribution pour d'ailleurs le développement de cette institution? Oui, le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, ça a été un renforcement de la famille africaine. Parce que le Maroc, c'est un pays que j'ai pu visiter, c'est un pays qui a beaucoup d'expérience en matière de santé, de lutte contre les pandémies, et beaucoup d'expérience aussi au niveau de la tolérance. Quand le pape est venu, j'ai eu la chance de couvrir son voyage au Maroc, et j'ai beaucoup apprécié la convivialité qui existe entre les différentes religions, à savoir les musulmans, les chrétiens et les juifs et d'autres religions. Et il y a là un exemple de tolérance, il n'y a pas d'extrémisme violent, les religions vivent dans un échange, dans l'entente et la convivialité. Vous avez des Marocains qui ont épousé des femmes de l'Afrique subsaharienne ou d'autres continents, et ces femmes ont conservé leur religion catholique, tandis que les maris sont restés musulmans. Et au niveau familial, il y a une cohésion et une entente, et cela a constitué un bon exemple de convivialité. Et le pape s'est beaucoup félicité d'avoir le royaume du Maroc comme un pays inspirant au niveau de la paix, de la tolérance et même de l'entraide. Expérience au niveau aussi de la migration. Et il y a des migrants subsahariens qui sont au Maroc et ils ont reçu l'appui du gouvernement marocain et des différentes institutions au niveau de l'emploi, au niveau de l'insertion sociale. Ils ont reçu de l'aide et de l'appui, et cela les a empêchés d'aller se noyer, d'aller se suicider dans les eaux de la Méditerranée. Et cela m'a beaucoup touché, m'a beaucoup frappé. Mais il y a cette expérience aussi de lutte contre le djihadisme et le terrorisme. Et le Maroc est à l'avant-garde pour lutter contre l'extrémisme violent. Et le Maroc a fait partie du comité paix et sécurité et a apporté son appui et son expérience, et cela a été très utile, très utile. Et les gens sont informés de ce qui se passe au Maroc aussi, parce que il y a l'agence marocaine de presse qui a au Rwanda un correspondant, un bureau au niveau du Rwanda, mais aussi qui fait des articles sur la région, et cela permet aux Marocains d'apprendre du Rwanda, mais aussi ça permet au Rwanda d'apprendre du Maroc, car il y a des articles sur les activités du pays, du royaume et du Maroc. Et toutes ces activités principales sont diffusées au Rwanda, notamment sur notre agence et d'autres agences, et cela permet aux gens d'apprendre beaucoup. Donc ce retour a été accompagné d'une série d'accords de coopération commerciale
les expositions qui ont lieu au Rwanda. Nous avons des Marocains qui viennent exposer leur savoir-faire. Maintenant, au Rwanda, il y a, comme je le disais, il y a un laboratoire mobile au Rwanda qui examine le sol et qui teste le sol et qui voit quel genre d'intrants dont le sol a besoin selon les régions. Et cela favorise une grande productivité agricole au niveau de notre pays. Et cela est très très important. Il y a à MIFA une coopérative, une institution marocaine financière qui s'est installée. Vous avez la Banque africaine, Bank of Africa, qui est marocain. Cette institution marocaine, elle s'est installée et compte beaucoup de branches ici au Rwanda. Et je crois qu'à travers là, nous avons une excellente expérience marocaine qui investit dans les pays africains et qui y injecte des investissements importants, qui donnent de l'emploi, et cela rapproche, constitue à améliorer la vie des pays africains, notamment des Rwandais. Et cela est une très bonne expérience que nous apprécions beaucoup. Alors, avec un tel rapprochement, les pays ont eu à gagner beaucoup de cette coopération et il y a une réelle intégration en même temps que nos étudiants africains. J'ai visité l'Institut, l'université internationale qui reçoit 13 000 étudiants étrangers chaque année. Et ces 13 000 étudiants parviennent aussi à s'insérer dans différentes universités. Ils apprennent beaucoup du Maroc et au retour, ils vont travailler au Rwanda, soit dans des institutions nationales ou dans d'autres institutions marocaines implantées dans différents continents, dans différents pays du continent. Et cela permet un réel rapprochement, en même temps que le commerce aussi. Je crois que c'est quelque chose de très, très important. Et vous avez au Maroc la région la plus poissonneuse du monde. J'ai visité Dakhla, j'ai pu constater comment la pêche industrielle avec de gros bateaux qui prennent le poisson et par après qui l'emballent et le vendent dans différents coins du monde. Nous aimerions aussi que nos pays africains, au lieu d'aller chercher le poisson en Inde ou dans d'autres pays, viennent aussi prendre le poisson du Maroc qui est bien apprécié. Et ça, c'est une bonne coopération très dynamique. Merci, merci M. André, Oui. votre intervention. Alors, on ne peut pas évoquer d'ailleurs le retour du Maroc à l'Union africaine sans ne pas évoquer la question du Sahara. Donc, comme vous le savez, c'est que depuis 2004, le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle régulièrement les parties à continuer à coopérer pleinement avec l'ONU pour mettre fin à l'impasse actuelle, progresser vers une solution politique. Le Maroc, comme vous le savez, à l'instar de la communauté internationale, est persuadé que la solution aux différends sur le Sahara ne peut aboutir que par le biais d'une issue politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Et dans cet esprit, le Maroc a soumis aux Nations Unies en 2007 une initiative d'autonomie qui constitue une réalité. Au niveau de l'Union africaine, comme vous le savez, il y avait une décision qui a été adoptée lors du 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott, c'était en juillet 2018, et qui dit, je cite, « Replacer la question du Sahara marocain dans son cadre idoine, celui des Nations Unies, et permis de ce fait de dépolluer les travaux de l'Union africaine et d'immuniser l'Union face à toute tentative inappropriée de dévier du chemin de l'unité et de l'intégration. » Alors, ma question, est-ce qu'on est tous d'accord, d'ailleurs, que les différences sur le Sahara doivent rester exclusivement à l'ONU? À vous la parole, M. Evode. Qu'est-ce que vous en pensez de la question du Sahara? Est-ce qu'il doit rester exclusivement entre les mains de l'ONU? On est tous d'accord de ce constat. Ce que j'aimerais dire, c'est que
j'ai un souhait. Mon souhait, c'est que la question du Sahara soit résolue le plus tôt possible parce que ça dure depuis longtemps et j'aimerais qu'une solution soit trouvée et que la solution soit trouvée dans le cadre de l'unité, dans le cadre de la paix, dans le cadre de la concorde. Et nous avons confiance en nos diplomates et j'espère qu'ils sont en œuvre pour trouver une solution le plus vite possible. Mais vraiment, comme je le disais, je ne maîtrise pas tous les détails autour de cette question, mais je souhaite qu'il y ait une résolution le plus vite possible à ce problème qui a duré trop longtemps. Et on espère que ceux qui sont en charge du dossier pourront trouver des solutions à proposer et qu'elles seront adoptées par ceux qui sont concernés par le dossier. Merci. Merci. Oui, Merci. et- Donc, je passe la parole à M. André. oui, J'ai une petite question. Est-ce que depuis son retour à l'Union africaine et son entrée au sein du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, comme vous le savez, le Maroc a-t-il réussi à convaincre d'autres États à adhérer à sa position légitime sur le Sahara et sur la question du Sahara? oui, merci beaucoup de la question. Je voulais intervenir justement à ce propos. Et depuis que le Maroc est revenu au sein de l'Union africaine, et beaucoup de choses ont changé. Le Maroc a déployé une diplomatie active. Il a pu faire entendre sa voix et défendre sa position, sa légitimité sur le Sahara. Le Maroc a pu convaincre les pays. La majorité des pays africains soutiennent maintenant la position du Maroc. Et une conférence a eu lieu en 2018 à Marrakech et il y avait 37 pays, 38 pays, je crois 37 pays, soit la majorité des États africains qui étaient présents et qui ont tous plaidé pour défendre la position du Maroc sur le Sahara. Et cela témoigne que la majorité des États africains soutiennent le Maroc qui a déployé une diplomatie active pour faire entendre son problème. Et on veut que maintenant le Sahara soit une province, demeure une province marocaine, autonome, qui d'ailleurs bénéficie aujourd'hui de très importants projets de développement. Soit aujourd'hui on a consacré 8 milliards de dollars pour des projets de développement, des infrastructures diverses, pour des écoles, des ports, universités, pour la protection sociale. Et maintenant, il y a réellement, le Maroc a démontré que a déboursé une grande partie de son budget pour le développement des provinces marocaines du Sahara. Et cela témoigne d'une solidarité, d'une volonté d'aider ces provinces marocaines à se développer pour atteindre un niveau avancé comme d'autres provinces du Maroc. Mais en même temps, il y a cette volonté d'organiser avec le temps pour que ces provinces du sud du Maroc, ces provinces marocaines du Sahara, jouissent d'une autonomie et soient libres. Et cela a été clairement entendu. J'ai pu visiter Dakhla, j'ai été reçu par le gouverneur de province, Ben Omar. Il était avec d'autres élus locaux qui étaient présents. J'ai passé 2 heures avec lui. Il m'a expliqué que Dakhla fait partie de la province marocaine qui est du Sahara et que des projets de développement sont en train d'être exécutés. J'ai pu avoir aussi l'occasion de rencontrer le directeur de la planification. Il m'a exposé des projets ambitieux pour l'éducation, pour la santé, pour les infrastructures diverses, pour faire de cette province du Sahara et l'Aïoun des zones prospères. Et je crois que cela
démontre que le Maroc a pu convaincre, surtout quand même maintenant, la plupart des pays africains ont choisi d'installer des consulats à Dakhla ou El Ayoun pour des échanges commerciaux divers avec cette région qui de plus en plus atteint progressivement une certaine prospérité. Et je crois que même, il faut savoir que jusqu'à présent, depuis que le Sahara, depuis que le royaume du Maroc est revenu à l'Union africaine, 44 pays africains et même latino-américains, ils ont changé de position et ils soutiennent la position du royaume du Maroc en ce qui concerne le Sahara. Et je crois que c'est quelque chose de très positif, de très louable, que reconnaissent maintenant les États africains et d'ailleurs en matière d'attachement du Maroc à cette province, à ces provinces du Sud, à ces provinces du Sahara. Et je crois que le bilan parle beaucoup. Le bilan parle beaucoup. Les efforts faits pour développer ces provinces marocaines du Sahara parlent beaucoup. Ma question est comment évaluez-vous le travail effectué par le Maroc durant son mandat de 2 ans au sein du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine? Oui, mais d'abord, je voudrais commencer par le Conseil paix et sécurité. Ici, je voudrais préciser que le Conseil paix et sécurité a été créé en 2003 pour remplacer l'ancien organe central du mécanisme de paix de l'Organisation de l'Unité africaine qui avait échoué dans la gestion et le règlement des conflits sur le continent. Donc, après 17 ans de son existence, on en arrive aujourd'hui, malheureusement, au même constat. À cet égard, j'estime que la question du Sahara n'a pas été correctement traitée par le Conseil paix et sécurité dans ses rapports de façon neutre et objective. C'est dans cet esprit que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté la décision 693, lors du 31e sommet de l'Union africaine qui a été tenu à Nouakchott en juillet 2018. C'était pour mettre fin à la cacophonie et à la prolifération des différentes actions. Alors, cette décision a confirmé l'exclusivité, je souligne cela, cette décision a confirmé l'exclusivité des Nations Unies dans la résolution de la question du Sahara marocain. Cette exclusivité a été également confirmée par le président de la Commission de l'Union africaine, Faki Mahamat, lors de son discours prononcé à l'occasion du dernier sommet de l'Union africaine, qui a confirmé que, conformément à la décision 693 du sommet de Nouakchott, la Troïka de l'Union africaine, c'est-à-dire le président actuel, avec le président précédent du mandat précédent et celui qui vient d'être élu. Alors, cette Troïka, ils ont apporté un soutien efficace. Et la décision donc 693 du sommet de Nouakchott, avec la Troïka de l'Union africaine, tout cela a apporté un soutien efficace au processus mené par les Nations Unies. Et c'est le cadre volontaire choisi par les partis pour une solution politique durable.